Je suis chercheur à l'INRA d'Avignon. Je suis physiologiste de l'arbre. Je travaille sur les mécanismes physiologiques de réponse des arbres à la sécheresse. Et du coup, donc, je vais essayer de vous raconter comme la crise scolite est quand même quelque chose qui est en lien fort, me semble-t-il, avec les événements de sécheresse et de vagues de chaleur. Et que moi je travaille là-dessus. Je vais vous expliquer un petit peu ce que j'étudie à l'INRA. Et puis pour peut-être conclure sur ce que je commence à étudier avec mes collègues qui ont présenté hier, Thomas et Pilar, qui eux travaillent sur les pathogènes, sur le scolite en particulier. Et donc vous évoquer ces interactions-là. Mais surtout, voilà, vous parler des mécanismes de réponse des arbres à la sécheresse. Donc d'abord, pour commencer, il faut savoir que ce problème-là de mortalité, de mortalité massive des arbres, donc c'est quelque chose qui a beaucoup fait de bruit, vous l'avez vu, hein, ici vous le savez bien mieux que moi, vous êtes plus touchés encore que nous. En 2019, pour revenir sur un petit peu le football, hein, comme on a suivi le match hier, en 2019, ça avait fait la première page du Parisien. Au-dessus de Neymar, il y avait des forêts en train de mourir. Donc je vous ai envoyé tout à l'heure un petit PDF, si jamais vous avez pu le télécharger. Sur le PDF, vous pouvez suivre un support de présentation qui montre ça. Donc on a la première page du Parisien sur lequel on voit nos forêts se meurent, qui est au-dessus de Neymar, et je crois que c'est la première fois dans l'histoire de la presse que les forêts prennent plus de place que le football. Ce qui veut dire que ça a vraiment une importance grandissante en France. Et puis en fait, quand on regarde ce qui se passe dans la littérature scientifique, on voit que ce n'est pas un problème seulement français et européen, mais ça arrive partout dans le monde. Donc on a de plus en plus de données qui montrent des augmentations de la mortalité des arbres et des forêts pour des causes souvent climatiques et liées à des pathogènes en facteurs aggravants dans différents endroits du monde. Donc sur mon diaporama, j'illustre ça avec une carte qui montre les différents points du monde sur lesquels on a enregistré des événements de mortalité, et puis des trajectoires qu'on observe en Amazonie, dans les tropiques, donc en Afrique, en Amazonie, en Amérique du Nord, énormément en Californie, mais au Canada aussi, ainsi que dans plusieurs pays d'Europe, maintenant qu'on commence à avoir du recul. Et donc en France, ça s'est vu beaucoup en 2003, et puis plus récemment, la succession de sécheresses et de vagues de chaleur qu'on a enregistrées. Donc le DSF, je ne sais pas si vous connaissez le DSF, le département santé-forêt, qui dépend du ministère de l'Agriculture, a différentes placettes sur lesquelles ils suivent l'état de santé des arbres, et on peut enregistrer clairement des augmentations de la défoliation d'une part et du taux de mortalité ces dernières années. Donc en fait, je ne sais pas si vous connaissez en tant que forestier la spirale du déclin de Magnon, mais ça montre que le processus qui conduit à la mort d'un arbre, c'est un processus qui est multifactoriel, qui est compliqué. Donc il y a tout d'abord des éléments prédisposants qui sont le patrimoine génétique de l'arbre, l'essence, et puis la station, bien sûr, la qualité du sol, etc. Et puis là-dessus, on a des facteurs déclenchants qui viennent se surimposer. Moi, c'est bien ça que j'étudie. Et la sécheresse, les stress climatiques font partie de ces facteurs déclenchants. Et sur ces facteurs déclenchants qui affaiblissent l'arbre, les pathogènes viennent finir le travail en quelque sorte et conduire à la mortalité. Donc vraiment le cœur de mon sujet, moi, c'est ces facteurs déclenchants, et c'est vraiment la physiologie de l'arbre en lien avec la sécheresse. Et donc peut-être que pour ceux qui ne savent pas, je vais faire quelques rappels de physiologie. C'est vraiment ça qui explique, en tout cas pour nous, beaucoup de choses. La première chose qu'il faut savoir, c'est que les arbres, ça transpire de l'eau. Ça transpire notamment quand ils sont en feuilles pour les feuillus, et pour les résineux, les conifères, enfin les Sempervirents plus précisément, tout le temps, des très grandes quantités d'eau. Donc un arbre mature, chaque jour, ça transpire de l'ordre, selon la taille bien sûr de l'arbre, entre 10 et 200, voire plus de 250 litres d'eau par jour. Donc cette transpiration, c'est l'eau qui est puisée
au niveau du sol par les racines et qui est évacué au niveau des feuilles par des petits trous quasiment invisibles à l'œil nu qui s'appellent des stomates. Donc ce phénomène de transpiration, c'est un phénomène qui en fait permet à l'arbre de se nourrir du gaz carbonique qui est dans l'atmosphère. Le problème qu'ont toutes les plantes, en fait, pas que les arbres, c'est que c'est les mêmes trous qu'ils utilisent pour faire circuler les nutriments du sol et pour absorber le gaz carbonique de l'atmosphère qui permet de construire la matière organique, le bois, les feuilles, etc. Donc, ce qui se passe, c'est que quand l'eau vient à manquer dans le sol, l'arbre continue de puiser parce que l'atmosphère est toujours très sec et très demandeur. Ce phénomène, c'est un phénomène passif comme ça, de transport d'eau en grande quantité qui se fait tout le temps, notamment le jour quand les stomates utilisent la lumière pour, les feuilles utilisent la lumière pour construire la matière organique. Et donc quand l'eau vient à manquer dans le sol et quand l'atmosphère est très sec et chaud comme en été, ce qui se passe, c'est qu'on a un phénomène de tension qui grandit dans la colonne d'eau. C'est comme si, je suis désolé, je vais, hop. Donc on a une tension qui grandit dans la colonne d'eau, comme si c'est de l'eau liquide qui circule. Et donc cette tension est de plus en plus forte quand l'arbre essaie de, quand l'atmosphère demande et que le sol est pauvre en eau. Et donc cette tension peut conduire à une rupture. Alors, mais j'ai un collègue qui prend l'image des shadocks qui pompent à la surface des feuilles, qui pompent cette colonne d'eau, et puis quand il n'y a plus d'eau, la colonne se rompt. C'est un phénomène qui s'appelle la cavitation, qui est en fait la vaporisation de l'eau et qui mène à des bulles d'air qu'on appelle de l'embolie, comme une embolie gazeuse, qui empêche la circulation et qui mène au dessèchement donc des feuilles. Et donc ce phénomène, on peut le quantifier. On peut le mesurer, donc on a différentes méthodes de mesure. On arrive à l'observer depuis récemment grâce à l'utilisation de différentes technologies comme les synchrotrons qui permettent d'aller voir à l'intérieur de l'arbre alors qu'il transpire. Et donc on peut même mesurer une propriété qui s'appelle la résistance à la cavitation. C'est quelque chose qu'on fait de plus en plus en routine dans nos laboratoires, qui permet de caractériser à quel point un arbre est capable de supporter cette tension. Je vais boire un petit peu d'eau. On a fait un peu la fête hier alors. En cavitation. Je suis en cavitation. C'est de l'agnole. T'as une nuit difficile? Ça va. Alors, je garde mon support pas loin, dans lequel tout ça vous pourrez le retrouver. Donc, avant de parler de résistance à la cavitation, il y a plusieurs. Donc l'arbre en fait met en place plusieurs réponses à la sécheresse pour arriver à tenir. Donc la première réponse, c'est déjà de fermer les stomates dont je vous ai parlé pour économiser de l'eau. C'est la première chose qui met en place. La deuxième qu'on peut observer sur certaines espèces, ici on peut le voir un peu sur le bouleau ou parfois sur le hêtre, c'est de la défoliation. Donc il perd les feuilles, ce qui permet aussi de limiter les pertes en eau et d'économiser l'eau du sol. Et puis un troisième processus, c'est que même quand les feuilles sont perdues, même quand les stomates sont fermés, que les trous sont bouchés, l'eau continue à s'évaporer. L'arbre n'est pas du tout étanche, et même à travers l'écorce, on peut avoir un peu de transpiration résiduelle qui fait que l'eau continue à s'épuiser et que cette tension grandit. Et donc c'est là que finalement la cavitation intervient dans les dernières phases. Une fois qu'il a tout est fermé, malgré tout, la transpiration résiduelle peut conduire à de la cavitation. C'est vraiment dans des stress particulièrement extrêmes. Ouais. Le terme que vous employez, cavitation. Donc la cavitation, c'est vraiment le mécanisme de vaporisation de l'eau. Donc l'eau est liquide dans l'arbre et sous l'effet de la tension qui est très très forte quand il fait sec, les molécules d'eau se séparent. En fait, là, elle passe sous phase vapeur et ça fait des bulles d'air qu'on appelle l'embolie. Donc c'est vraiment le phénomène de vaporisation à cause de variations de pression.
Et donc voilà, donc, ce que je disais juste avant de m'interrompre là, c'était que la résistance à la cavitation, on peut le mesurer, et on a donc différentes méthodes. On le mesure sur les feuilles, on peut le mesurer sur les branches, on peut le mesurer sur les racines, on peut le mesurer sur différentes espèces. Et donc on a pu, ces dernières années de recherche, on a quantifié cette caractéristique sur plein d'espèces. Il y a beaucoup de laboratoires qui mesurent ça dans le monde, et on a montré un très grand gradient de résistance à la cavitation entre les espèces. Entre un peuplier ou un saule qui a une résistance, alors on quantifie ça dans une unité de pression, en mégapascal. On utilise le mégapascal ou le bar. Le bar, c'est peut-être plus... c'est une unité qu'on perçoit mieux. Par exemple, d'ailleurs, pour donner un ordre de grandeur, la pression dans les pneus de voiture, c'est de l'ordre de 2 bars. C'est quelque chose comme ça, 1,8, 2 bars. Donc, la résistance à la pression qu'un arbre peut subir dans son système vasculaire avant de cavité, c'est de l'ordre de 10 à 200 bars. C'est énorme. Le niveau de tension, en fait c'est la tension, hein, puisque c'est la tension qui s'exerce sur la colonne d'eau pour qu'elle sorte là-haut, c'est de l'ordre de 10 à 200 bars. Donc c'est vraiment considérable. Avec des peupliers qui sont autour d'une dizaine de bars, et puis on peut trouver des espèces des déserts australiens qui arrivent à tenir jusqu'à 190 bars avant de caviter. Donc on a caractérisé la variabilité de cette propriété-là pour essayer de comprendre, maintenant on a vu que ça marchait bien, c'est-à-dire qu'entre les espèces, on a un grand gradient de résistance à la cavitation qui explique bien les patrons de répartition. Donc je montre dans le diaporama, vous pourrez retrouver ça, des corrélations, enfin des liens, des liens statistiques entre la résistance à la cavitation et des indices de sécheresse de la flore de Rameau, typiquement. Donc Rameau, dans sa flore, mettait un indice de xéricité, de tolérance à la sécheresse qu'il avait estimé de façon empirique, et on voit bien cette relation. On a fait aussi des expériences dans lesquelles on a évalué le temps de survie d'une plante après qu'on arrête de l'arroser, et c'est très bien corrélé aussi avec la résistance à la cavitation. Donc plus récemment, on a étudié une deuxième propriété, qui est donc les pertes en eau cuticulaires. Donc la cuticule des feuilles des arbres. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a les stomates qui sont sur la face inférieure des feuilles en général. Et puis ensuite on a cette cuticule là qui est vraiment une membrane cireuse à la surface des feuilles. Et donc ça c'est vachement important avec ces histoires de changement climatique. C'est vraiment une hypothèse qu'on teste que depuis très peu de temps, depuis 2-3 ans, on s'est mis à travailler là-dessus. Depuis 2-3 ans, on s'est mis à travailler là-dessus. C'est que donc, cette membrane cireuse à la surface des feuilles, et elle est, comme c'est des cires, sous l'effet de température élevée, elle se met à fondre. C'est vraiment, elle se met à devenir instable et devenir donc beaucoup plus perméable à l'eau. Donc c'est une deuxième propriété après la résistance à la cavitation qui fait que quand il fait très chaud, les feuilles chauffent. En fait, on a un problème de bilan d'énergie, c'est que en fait, l'air est chaud, les stomates sont fermés, donc les plantes ne peuvent plus évacuer d'eau puisqu'elles sont complètement fermées. Elles accumulent de la chaleur, donc les feuilles deviennent plus chaudes que l'air, et la cire des cuticules se met à fondre et elles se mettent à perdre très rapidement encore plus de l'eau. Donc il y a une sorte de phénomène d'accélération des pertes en eau alors qu'elles n'en ont déjà plus. Ce qui est un deuxième processus impliqué dans le dessèchement. Et donc voilà, comme je vous le disais, on a une grande variabilité. Alors, et ce deuxième trait, alors on a beaucoup moins de recul parce qu'on commence à le mesurer que maintenant. On pense qu'il est impliqué dans la résistance plutôt aux vagues de chaleur et à la chaleur. Et on est en train de le caractériser. Donc avec ce type de mesures sur lesquelles on a travaillé à la fois à l'échelle de l'espèce, mais on commence à travailler à l'échelle de la provenance, du génotype, pour essayer de comprendre est-ce qu'on a de la variabilité. Je pourrais vous parler de ça par la suite. Mais ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on essaye d'utiliser ces informations dans des modèles de fonctionnement donc qui prennent en compte le climat, qui prennent en compte les processus physiologiques dont je viens de parler, et qui assemble tout ça pour prédire le risque de cavitation et donc le risque de mortalité. Donc en fait,
on a développé notamment un modèle que certains d'entre vous peut-être connaissent parce qu'on a fait des présentations pour la RDI de l'ONF il y a peu de temps. Un modèle qui s'appelle Suro et donc qui permet d'intégrer ces connaissances et donc de prédire un risque et d'essayer d'anticiper un petit peu ce qui peut se passer, quelles espèces on pourrait mettre. Enfin, c'est l'objectif, hein, c'est encore de la recherche. Donc voilà, on est encore en train de tester le modèle. Dans la présentation, ce que je montre, c'est quelques éléments de fonctionnement. Donc le modèle, il est constitué, on représente numériquement comme ça, avec des équations un sol, avec des différentes réserves d'eau que le sol peut contenir. On appelle ça, les forestiers appellent ça la réserve utile. En réalité, les propriétés sont un peu plus complexes que seulement une réserve en eau. On a des propriétés de texture également qui rentrent en compte dans le modèle. On représente un système racinaire. Et puis un tronc d'arbre, des branches et puis une quantité de feuilles qui se met à transpirer. Et puis le climat nous permet de modéliser chaque jour la quantité d'eau qui est transpirée, chaque jour le risque de cavitation. Et ouais, donc c'est ça l'illustration du Non mais j'ai pas de smartphone. Du modèle. Bah oui, non mais après voilà, je t'en prie. Et donc en fait, l'arbre est représenté pour nous comme une série de résistances hydrauliques. Donc ça fait un peu, peut-être, on perd un peu le côté, le rapport sensible au vivant, mais ça nous permet d'avoir une vision formelle qui en fait, ce qu'on a montré, c'est que ça marche assez bien. Enfin, ça marche assez bien. On arrive à reproduire, donc on a fait des expériences où on mesurait la cavitation, on regarde si le modèle est capable de reproduire. On voit que on a fait des expériences, enfin, c'est des expériences qui ont été faites sur Tomblaine à côté de Nancy, sur des chênaies, où on arrivait à bien prédire le risque de cavitation. Sur du chêne vert à Montpellier, on arrive à prédire les années où il y a eu de la défoliation et le taux de défoliation. Donc voilà, c'est quelque chose qui est préliminaire, mais qui semble, voilà, ce processus-là et la façon dont on le modélise a l'air de coller pour prédire certains événements. Alors bien sûr, ça reste la physique de la cavitation, c'est-à-dire qu'une attaque de scolyte, c'est quelque chose de supplémentaire qui n'est pas du tout dans le modèle, qu'on n'est pas à ce jour, l'interaction entre les deux processus n'est pas prise en compte. Mais vu qu'il semble que la cavitation soit nécessaire, soit un événement, ou en tout cas l'affaiblissement de l'arbre par la cavitation soit un événement qui soit nécessaire à l'occurrence d'une infestation, eh bien on pense qu'on peut avec ça un petit peu anticiper, regarder ce qu'on pourrait mettre, voilà, comme c'est des questions que vous vous posez, quelle provenance, quelle essence on pourrait choisir pour peut-être régénérer la forêt. Bon, il y avait des trucs pas très drôles. Mais qu'on est obligé de regarder. Hein. Donc on travaille avec les climatologues pour essayer justement de prédire ce risque de cavitation dans les conditions de changement climatique. Et donc ça, c'est des travaux, des travaux récents qui ne sont pas encore d'ailleurs tous. Si, ils ont été publiés la semaine dernière, il y a 2 semaines. Donc on prend les scénarios produits par le GIEC. Et donc ils nous fournissent des données climatiques toutes les heures entre 1950 et 2100. On les intègre dans le modèle et puis on regarde comment évolue ce risque pour les espèces en place ou pour des espèces potentielles de remplacement, des essences de remplacement. Et donc en faisant ça, donc ce qu'on observe, c'est une érosion de la diversité génétique pour les espèces en place et des risques de mortalité qui sont croissants. Alors particulièrement pour pour le scénario de réchauffement fort. Donc, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le fonctionnement du GIEC, mais c'est des modèles de climat qui sont un peu comme notre modèle à nous de cavitation. Il y a des modèles physiques qui simulent le climat sur la planète à des échelles de l'ordre de 100 km et puis après qui sont raffinés à des échelles de l'ordre de 10 km. Donc c'est comme si la planète était découpée on appelle ça des voxels, des volumes d'espace et dans lequel voilà, les climatologues génèrent du climat. Ensuite, grâce à des études des prospectives socio-économiques,
plusieurs scénarios sont définis. Donc il y a des scénarios de réchauffement très fort. On appelle ça le scénario de forçage radiatif 8 watts, 8,5 pour un forçage radiatif supplémentaire de 8,5 watts par mètre carré à l'horizon 2100. Et des scénarios, donc ça c'est un scénario dans lequel on continuerait sur la même trajectoire socio-économique et donc des émissions de CO2 très très fortes, et puis des scénarios bien sûr dans lesquels on arriverait à respecter les accords de Paris et sur lesquels on arriverait à maintenir les températures en dessous de 2 voire 1,5 degré qui mènerait à un forçage radiatif seulement 2,6 watts par mètre carré. Donc c'est le scénario le plus optimiste. Entre ces deux scénarios extrêmes, on en a deux autres qui sont plus modérés. Bon. Donc quand on utilise la trajectoire actuelle, le scénario 8.5, donc le réchauffement fort, alors j'aime pas le dire parce que j'aimerais bien être optimiste, je suis de nature assez optimiste en général, mais en fait ce qu'on voit c'est assez catastrophique avec ce scénario-là. C'est pas possible de garder de l'épicéa, surtout en plaine, mais encore plus surtout en plaine, mais également dans la zone où, à laquelle il est inféodé. Les taux de cavitation qu'on modélise sont énormes, ce qui veut dire qu'on aura beaucoup de mortalité. Donc quand on prend, là j'ai un exercice que je montrais où on a pris en compte un petit peu de variabilité génétique sur un trait. On voit une érosion très forte, même s'il y avait des individus résistants. Alors c'est vraiment alors j'aimerais vraiment préciser que c'est des résultats préliminaires, donc il ne faut pas les prendre pour plus que ce qu'ils sont, c'est-à-dire qu'on continue de faire beaucoup de recherches, mais voilà. Mais bon, ce sur quoi ce que montrent les résultats de simulation, c'est vraiment une érosion de la diversité, parce que même les génotypes les plus résistants sont pas suffisants, dans un endroit donné hein, bien sûr, pour tolérer les niveaux de sécheresse et les vagues de chaleur qu'on a sous ces scénarios-là. Alors, là où c'est à modérer quand même, c'est qu'on est en train de se rendre compte qu'il y a vraiment une multitude de facteurs et de traits dans le modèle, et que peut-être que des combinaisons de petites variations de phénotypes, de caractéristiques des arbres, pourraient permettre une tolérance un peu plus grande. Donc on est en train de travailler sur ce point-là, sur le fait que certains aspects de la variabilité génétique et phénotypique permettent d'avoir la tolérance. Mais quand même, en moyenne, les trajectoires ne sont pas réjouissantes sur un réchauffement fort. C'est la trajectoire actuelle. Hein. Donc pour vous donner un ordre de grandeur, donc on prend quasiment 1 ppm de CO2, voire 2 par an. On était à 400 il y a 3-4 ans, on doit être à 403 aujourd'hui, 404. Enfin, ouais, c'est ça. Et donc cette trajectoire-là d'augmentation, elle conduit au réchauffement 8,5, enfin au scénario 8,5, c'est-à-dire des réchauffements de l'ordre de 6 degrés qui mènent à des fortes mortalités. Et donc la crise Covid de l'an dernier, à l'échelle globale, a permis de réduire de 7 à... Alors ça dépend, il y a eu deux estimations, deux laboratoires qui ont travaillé là-dessus, de 7 à 10% les émissions de CO2. C'est ce qu'il faudrait faire tous les ans pendant 10-15 ans pour arriver à... Donc il faudrait l'équivalent d'un arrêt du fonctionnement économique comme celui de l'an dernier pendant les 15 prochaines années, pour arriver à atteindre les objectifs de Paris. Donc c'est pour ça que je dis qu'on n'est pas encore sur la voie, quoi. Alors après, bon, bien sûr, il y a des façons de décarboner qui seraient... peut-être que si on se mettait sur la voie et qu'en plus on arrivait à séquestrer le carbone atmosphérique en laissant les forêts pousser, en arrêtant d'artificialiser les sols, on arriverait à recapter des choses qu'on émet aujourd'hui. Donc ça peut être... Mais bon, il y a du boulot, quoi. Donc il y a vraiment beaucoup de boulot.
Donc voilà, c'était ma partie qui s'appelait quelle solution. Donc vraiment, le point sur lequel je veux insister, c'est que la première solution, c'est de décarboner l'économie. Ça me semble évident avant d'aller vers des solutions. Enfin, bien sûr, il y a des solutions sylvicoles. Enfin, je vais en parler. En tout cas, on travaille dessus. On essaye de trouver, de réfléchir à ça. Et c'est très enrichissant pour moi de venir ici discuter avec vous et de trouver des idées pour conduire des recherches plus adaptées à essayer de répondre aux questions que vous pouvez vous poser. Mais la première chose, c'est de décarboner notre économie et je pense qu'il faut vraiment tout faire pour ça. C'est le point principal. Donc ensuite, ensuite on a étudié différents on étudie différents processus. L'acclimatation, donc l'acclimatation des arbres, dont j'en ai déjà un petit peu parlé. Donc il y a des possibilités, donc j'en ai parlé dans le bus tout à l'heure avec quelques personnes. Donc c'est l'acclimatation et ça inclut aussi des processus épigénétiques. Donc est-ce que des arbres qui sont habitués à des sécheresses progressivement pourraient mieux tolérer. Donc on montre que oui, dans une certaine mesure. Après, c'est certainement pas suffisant vu la vitesse du changement climatique. Et donc c'est d'ailleurs ce qu'on voit avec ces éléments de mortalité pour compenser, ou pour limiter les impacts en moyenne. Donc on a étudié, donc sur les caractéristiques dont je vous ai parlé, on étudie dans des exclusions de pluie la réponse de ces caractéristiques au bout de plusieurs années. On voit que bon, ça bouge un petit peu, mais vraiment relativement peu. Et une des acclimatations les plus efficaces, souvent, bon, c'est des trucs assez évidents comme l'augmentation de la profondeur du système racinaire et la diminution de l'indice foliaire, donc de la quantité de feuilles. Donc ça, certains arbres, donc les feuillus, le font assez bien. Donc forcément, ça a des implications sur la productivité. Hein. Des peuplements avec moins de feuilles sont moins productifs, ont des taux de croissance plus faibles, mais c'est quelque chose qui est évident, qui marche bien. C'est le mécanisme principal, c'est-à-dire que la résistance du bois elle-même à la cavitation, c'est quelque chose qui bouge peu à l'échelle d'un individu. Un petit peu, mais relativement peu. Donc les baisses de surface foliaire. Quelque chose qu'on a vu aussi, qui est de l'ordre un petit peu de l'acclimatation, au moins de la variabilité, de l'hétérogénéité entre des individus d'une même espèce, c'est que donc, des individus qui poussent très vite au jeune âge, ont tendance à être plus vulnérables aux sécheresses par la suite. Donc ça revient encore une fois sur cette idée qu'il y a vraiment un compromis entre la productivité et la tolérance à la sécheresse. Et donc ça, on l'a vu sur du sapin sur le mont Ventoux. Et en faisant des mesures de cerne, on a pu observer que voilà, les taux de croissance élevés dans les 20 premières années de la vie de l'arbre donc les individus qui avaient ces taux de croissance élevés, après la sécheresse de 2003, ont subi des taux de défoliation et de mortalité plus importants. Ce dont on s'est aperçu également, c'est qu'on a essayé de cartographier le sol sous ces individus-là, et on a pu voir que donc, les individus qui étaient sur des sols plus fertiles, enfin plus fertiles dans le sens où sur des poches de sol, étaient ceux qui avaient aussi grandi le plus vite et qui avaient le plus subi les conséquences des sécheresses en 2003. Alors que les individus qui poussaient sur des endroits finalement beaucoup plus caillouteux avaient mieux tenu, donc avaient eu des taux de croissance plus faibles et avaient mieux tenu. Donc ça va dans le sens d'une acclimatation. On n'arrive pas à ce stade-là, on n'a pas pu dire si c'était génétique ou si c'était simplement de la variation locale de l'environnement qui avait conduit à une acclimatation progressive des individus. Ça, on n'est pas capable de le dire, mais par contre, c'est quelque chose qu'on observe. Donc ça va dans le sens de se dire que on peut enrichir avec peut-être des provenances qui viennent d'endroits plus secs, même de pas très très loin, enrichir avec des graines qui viennent de massifs plutôt exposés au sud, sur lesquels on aurait des individus
vivant qui produirait des graines, ça pourrait être une bonne ressource pour éviter, quand on veut reboiser, si on veut par endroit éviter de trop dénaturer le paysage en amenant des essences qui viennent de trop loin, être une solution. En tout cas, essayer d'aller vers ça. Donc, alors voilà, un sujet dont on parle beaucoup en ce moment et qui a été évoqué par Pilar et Thomas hier, c'est le rôle de la biodiversité et comment la biodiversité peut permettre d'améliorer la résilience et la résistance à la sécheresse. Donc concernant les pathogènes, ça a été assez bien exposé hier. On a des résultats, on montre que les raisons sont assez claires. Donc concernant la résistance à la sécheresse, il y a encore peu d'études. Alors il y en a une, il y a eu des études ponctuelles, il y a encore peu de recul. C'est-à-dire il y a 2 méta-analyses quand même. Il y en a une qui a été publiée dans Nature en 2018 qui porte sur un indicateur de la résilience estimé par la transpiration des arbres. Alors c'est un peu technique, mais ce qu'a fait ce chercheur américain, c'est qu'il a compilé des données sur plein de sites à travers le monde dans lesquels on avait différents niveaux de diversité, des données de transpiration des arbres. Et il a regardé à quel point la transpiration réagissait fort lors d'une sécheresse ou pas. Donc si la transpiration réagit fort, ça implique que les arbres sont stressés, qu'ils ferment leurs stomates, et en fait ils travaillent à l'échelle de l'écosystème. Et donc ils regardent si tous les arbres de la forêt en même temps réagissent fort ou pas au climat. C'est un petit peu ça, est-ce que la forêt réagit fort à la sécheresse? Il a regardé ça sur tous ces sites-là et il a essayé de corréler ça avec un indice de diversité basé sur des caractéristiques hydrauliques dont je vous parlais tout à l'heure, donc basé sur la variation de la résistance à la cavitation. Et il a montré une très bonne corrélation, enfin une assez bonne corrélation. Donc ça c'est un indicateur, pour l'instant c'est l'étude parlante qui montre qu'une augmentation de la diversité hydraulique, donc des traits comme la résistance à la cavitation ou la fermeture des stomates, explique plus de résilience en conditions de sécheresse. Donc ça indique quand même qu'en utilisant ces critères-là et en essayant de les diversifier, on a des forêts qui réagissent mieux à la sécheresse. Donc voilà, c'est important, je pense que je vous présente les données scientifiques parce que c'est ce dont on dispose. Après, il y a plein d'études ponctuelles, mais c'est difficile, sachant qu'il y a plein de critères pour regarder la réponse à la sécheresse, c'est difficile d'harmoniser ça et de donner les grandes tendances. C'est pour ça que je m'appuie sur ces études-là, même si elles sont indirectes. Il y a une deuxième méta-analyse qui a été faite par une chercheuse française qui s'appelle Charlotte Grossior, qui est maintenant en Suisse. Ouais. Elle est très forte, mais elle est partie en Suisse. Les Suisses, là, ils sont très forts. Ouais, on l'a vu hier. Bon. Ouais. On aurait préféré qu'elle reste en France, mais bon. Et donc elle a fait une méta-analyse. Donc elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a essayé d'expliquer, parce que voilà, on a peu de recul. Hein. On sait que c'est vers là qu'il faut qu'on aille, mais c'est compliqué d'étudier ces processus-là. Et donc elle a d'abord fait une revue des mécanismes qui peuvent expliquer pourquoi des forêts diverses. Donc pour les insectes, pour les attaques de pathogènes, on a compris pourquoi hier. Pour ce qui est de la sécheresse, c'est important de comprendre pourquoi et d'avoir des données bien sûr qui le démontrent et aussi de comprendre pourquoi. Et donc elle propose plusieurs mécanismes. Alors d'abord, il y en a un qu'elle appelle le resource partitioning, donc le fait que si on met des espèces différentes qui peuvent accéder à des niveaux différents du sol, eh bien on pourra mieux exploiter la ressource en eau, continuer à produire, donc la forêt pourra continuer à produire et à grandir parce que les individus ne se gênent pas puisqu'ils sont chacun inféodés à des zones différentes. Ils ne puissent pas l'eau dans les mêmes horizons du sol. Donc ça c'est une première raison assez mécanique et assez évidente. Un deuxième aspect, on appelle ça la facilitation. C'est le fait que les espèces, finalement, certaines combinaisons d'espèces pourraient s'entraider. Donc ça, il y a un processus qui est beaucoup étudié, qui s'appelle, en anglais ça s'appelle, en français ça s'appelle l'ascenseur hydraulique, the hydraulic lift. C'est le fait que des espèces avec des systèmes d'enracinement profond, donc qui vont chercher
l'eau dans les horizons les plus humides pourrait redistribuer l'eau vers les horizons superficiels, ce qui bénéficierait aux autres espèces donc ça passe par les racines et ça passe aussi bien sûr par les réseaux de mycorhizes. Vous savez que les arbres sont connectés à tout un réseau de champignons, souvent des ectomycorhizes, qui leur permettent d'assimiler les nutriments, mais c'est par là aussi que peut circuler l'eau. Alors en conditions de sécheresse, c'est peut-être compliqué de passer seulement par les mycorhizes, mais si on a justement de la redistribution, ça permettrait donc les espèces ayant accès à l'eau profonde pour la redistribuer, ça pourrait servir à toutes les espèces qui n'exploitent que les horizons superficiels. Donc j'étudie peu encore ce sujet, c'est très très intéressant, mais moi personnellement, j'ai pas encore beaucoup étudié ça. Mais probablement ça existe. Et puis il y a un autre processus qui s'appelle c'est la décharge des réservoirs. Donc les arbres ils contiennent beaucoup d'eau partout, dans les feuilles, dans le tronc et tout. Et donc la nuit, donc le jour l'eau est évacuée vers les feuilles, donc c'est la transpiration, mais la nuit en fait, quand les stomates se ferment, l'eau est redistribuée et elle peut être redistribuée dans le sol. Donc en fait c'est des histoires de gradient, de pression quoi. L'atmosphère est très sec, donc quand l'atmosphère est très sec, que les stomates sont ouvertes, l'eau s'évacue. Mais si jamais le sol devient très sec en été, notamment en superficie, le processus inverse pourrait se produire si l'arbre est très humide. On peut imaginer des arbres à été très grandes. La teneur en eau dans un arbre, dans les feuilles, c'est de l'ordre de 100% enfin 50% d'eau, 50% de matière sèche. Donc il y a beaucoup d'eau. Et donc on peut avoir de la redistribution depuis les volumes d'eau de l'arbre vers le sol, qui pourrait aussi bénéficier à des espèces qui seraient à des individus autres. Donc ça c'est le deuxième effet, c'est la facilitation. Et un troisième effet, c'est un effet de sélection. On a une forêt diversifiée, peu importe laquelle, on augmente lors d'une sécheresse la probabilité d'avoir une espèce qui soit tolérante. Donc quand on a un grand cortège d'espèces et que toutes les espèces sont différentes, ce qui est vrai à l'échelle de l'espèce est aussi vrai à l'échelle intraspécifique. Donc ça veut dire plus on a une grande diversité, plus on a une chance qu'il y ait un variant qui soit plus tolérant que les autres, ou plusieurs variants qui soient plus tolérants et donc qui résistent lors d'une sécheresse. Donc rien que cet effet-là est tout à fait mécanique et tout à fait intuitif et permet d'expliquer qu'une plus grande diversité augmente la résistance et la résilience des peuplements. Donc toutefois, on a des hypothèses de travail. Donc dans cette méta-analyse, elle a regardé donc toutes les après avoir donné après avoir expliqué ça, elle a synthétisé toutes les études qui montraient des effets positifs, mixtes, c'est-à-dire les effets peuvent être positifs pour une espèce mais négatifs pour une autre, ou des effets neutres, c'est-à-dire pas d'effets enregistrés, ou voire des effets négatifs, donc plus d'une centaine d'études. Et elle montre que, donc, en moyenne, et elle a regardé ça sur la production du peuplement, et sur d'autres critères qui sont plutôt le stress. Donc on peut regarder est-ce que lors d'une sécheresse, le peuplement produit plus, produit autant quand il est diversifié ou plus, et est-ce qu'il résiste au stress. Donc elle a regardé ces deux critères-là. Ce qu'elle montre, c'est quand même une grande quantité d'études où les effets sont mixtes, c'est-à-dire qu'ils sont positifs pour certaines espèces et négatifs pour d'autres. Il y a une majorité d'études, donc il doit y avoir 30% des études pour lesquelles on a ça. Il y a une majorité des études qui montrent un effet bénéfique pour la production. Donc c'est de l'ordre de 60% des études. Et 40% qui montrent que c'est bénéfique pour la résistance au stress. Et quelques études qui montrent des effets neutres de l'ordre de 10 à 20%. Et le gros message de son article, c'est de dire, en fait, oui, quand même, en majorité, ça aide. Mais attention, dans beaucoup de cas, ça dépend de son voisin. Donc, ce n'est pas n'importe quel mélange qui peut fonctionner. D'ailleurs, le titre de l'article, c'est ça, c'est l'augmentation de la résistance à la sécheresse, ça dépend de son voisin, ça dépend de qui on a, quel est le cortège floristique. Et donc là, tout l'enjeu des recherches et des projets qu'on a en ce moment là, avec différents collègues, c'est d'essayer
de savoir quels sont les mélanges qui fonctionnent le mieux. Quelles sont les caractéristiques des mélanges qui fonctionnent le mieux? Est-ce qu'on peut arriver à comprendre ça et à le décrire? Thomas, excuse-moi de t'interrompre. Je te laisse encore 5 minutes et puis après on garde un temps pour les questions. Bien sûr, ouais. En fait, ouais, carrément. D'ailleurs, c'est fini en fait là, quasiment. Et donc là, donc voilà. Donc l'idée, c'était tout à fait ma dernière diapo. Voilà, c'est ça. C'est que donc voilà, pour résumer en fait finalement mon propos. Donc les travaux qu'on conduit avec des différents collègues sur ces sujets-là, de la résistance à la sécheresse, qui sont un gros enjeu aujourd'hui, ils nous permettent donc d'identifier un petit peu les variants, donc les variants les plus résistants, les provenances et les espèces les plus résistantes. Et on est en train aujourd'hui d'essayer de comprendre comment et quels sont les mélanges qui seraient les plus tolérants à la sécheresse. Un enjeu fort, c'est sûrement de pouvoir enrichir, de diversifier les peuplements. Ça, c'est probablement la meilleure piste qu'on ait, mais il ne faut pas le faire n'importe comment. Et donc, amener n'importe quelle espèce, ça a d'autres conséquences sur les... il ne faut pas voir que la résistance à la sécheresse et que la production. Ça peut avoir des conséquences très importantes. Diversifier, c'est probablement la meilleure piste de travail pour rendre les peuplements plus résilients. Bon, enfin, après, on peut discuter de comment, à n'importe quel moment, on peut discuter ensemble. Voilà, merci pour votre attention. Bon. Comment on éteint ça? Bon, quand tu parles de mélange, Sylvain de Canopée, et quand tu parles de mélange, j'ai l'impression que dans ta tête, c'est, enfin voilà, mélange pied à pied, mélange par parquet, enfin peu importe comment on l'appelle, ou mélange, tu vois, avec différentes parcelles. Puisqu'aujourd'hui c'est un peu le débat. Alors, donc, ouais, dans les études que je décrivais, c'est forcément du pied à pied. Ouais. Ça peut pas être. Donc c'est vraiment des histoires. Voilà, ça peut pas. Enfin, les études sont basées sur du pied à pied. De toute façon, les mécanismes que je décrivais de complémentarité, de facilitation. Alors, bon, il y a l'effet de sélection. On pourrait se dire que non, mais sinon pour les effets majoritaires, ça fonctionne au pied à pied. D'accord. Ça va peut-être un petit peu suivre. Est-ce que le meilleur mélange ne serait pas celui qui pourrait se faire naturellement? Alors, la question, elle est vraiment, elle est compliquée. Ça dépend vraiment de la vitesse du changement climatique. C'est-à-dire que dans un régime stationnaire de climat, oui, très probablement, en tout cas à des grandes échelles spatiales, on pourrait se dire que les flux de graines et la sélection opérera de telle sorte que le système fonctionne bien, mais dans un régime climatique qui change très rapidement, là aujourd'hui, hein, c'est pour ça que je parlais de ces scénarios forts, ça paraît compliqué quand même. J'ai écouté il n'y a pas tellement longtemps une conférence d'un de vos collègues de l'INRAE ouais. qui expliquait qu'en fait les arbres évoluent beaucoup plus rapidement qu'on ne le pensait. Et après une étude qui a été faite après la dernière phase du petit épisode glaciaire, la 1850, donc il montrait que l'évolution se faisait vraiment très rapidement. Il faudrait, voilà, moi je suis pas compétent pour travailler là-dessus, pour répondre là-dessus, je veux dire, c'est possible. J'ai quand même l'impression que le consensus c'est plutôt aujourd'hui de dire que, alors certes il y a des vitesses d'évolution qui sont importantes, mais la vitesse du changement climatique semble l'être beaucoup plus. Il faut voir que les variations qui ont conduit à des changements d'aire de répartition pendant l'Holocène, c'est des variations donc, de l'ordre de ce qu'on va connaître, hein, si on suit le scénario 8,5, c'est-à-dire 6 degrés de réchauffement, sauf que c'était en plusieurs milliers d'années. Là, c'est en 100 ans. Alors voilà, il faut garder ces ordres de grandeur-là en tête. Et on a eu, pendant ces milliers d'années, on a eu des changements d'aire de répartition, avec du hêtre qui est passé du sud de l'Espagne au nord de l'Europe.
Et là, c'est vraiment l'ordre de grandeur du réchauffement. Hein. 6 degrés, c'est ça. Hein. Et là, c'est en quelques dizaines d'années. C'est pour ça que je dis, voilà, moi j'aimerais être super positif et avoir plein de solutions. Mais la solution première, c'est qu'il ne faut pas partir dans des... il faut décarboner. C'est ça le premier axe. Pour les forêts, voilà, pour les forêts, il ne faut pas se prendre plus 6 degrés, quoi. Après, j'aimerais vraiment avoir un autre récit, et il y a plein de façons d'avoir un récit je pense de lutte contre ce phénomène qu'est le changement climatique et tout, mais voilà, ce que la science dit aujourd'hui, c'est ça. Pourquoi on parle de réchauffement climatique? Pourquoi on ne parle pas de cycles qui sont déjà passés sur la Terre? Parce que on appelle ça... Oui, mais c'est ça, c'est ça. On est toujours avec les scientifiques, on est toujours avec ceci, il faut attendre leur analyse, il faut attendre ceci, cela. Pourquoi on n'écoute pas les gens qui sont sur le terrain? Quand on voit les scientifiques qui vont en Amazonie rechercher les hommes de la forêt pour savoir quelles plantes il faut utiliser pour les maladies et tout, ils ont fait des études énormes et ils vont chercher des gens qui sont déjà dans la forêt. Et oui. On n'écoute pas les gens qui parlent de la forêt, qui travaillent avec la forêt, qui écoutent la forêt. Ceux-là, on les écoute jamais, on les délaisse. Moi j'étais longtemps forestier, j'ai vu des choses terribles. Et ça, on revient toujours dans le même principe. Quoi tu sers quoi en fait, Nicolas? On est toujours dans la rentabilité, dans le fric. Ça changera jamais. Hein. Si ça change jamais, regarde, nos forêts elles seront toujours comme ça. Non mais C'est un autre débat. Quoi. Non, mais c'est évident que... Non, mais moi je suis complètement de ton avis, quoi. C'est évident que le problème est... Mais bon, voilà, il ne faut peut-être pas partir sur des choses trop générales, mais le problème est économique au premier ordre. Moi, j'en suis mais, à 100% convaincu. Je suis le premier convaincu. Et la lutte, elle se joue probablement à ce niveau-là, quoi. La lutte, elle est probablement premièrement sociale et socio-économique. Mais bon, on est sur quelque chose, peut-être le problème de cette lutte-là, c'est qu'on a beaucoup moins d'emprise. Quand on voit quand on voit le résultat de la crise Covid, là, on a envie peut-être de revenir voilà, sur des choses plus concrètes. Mais j'étais obligé de dire, en tout cas, mes travaux et les travaux que je mène me rendent obligé de dire que ce problème climatique-là, voilà, c'est une trajectoire globale. Et qui est d'origine anthropique, on appelle ça l'anthropocène, donc tu as bien fait de mentionner. C'est des cycles, c'est des grands cycles naturels, si on ne déconnecte pas l'homme de la nature. Et on est dans le cycle de l'anthropocène. Et en tout cas, une des premières réponses pour sauver les forêts, la première réponse, c'est d'essayer de sortir de ce cycle-là. C'est sûr, c'est évident. Bien sûr, oui. Là, quand on est venu ici, on a marché sur une pelouse de petits épicéas. Alors c'est vrai qu'en termes de colonnes de sève, forcément elle est toute petite, mais de notre côté, en termes de système racinaire, c'est aussi très petit. Comment est-ce que vous expliquez, parce qu'on l'observe quand même un petit peu partout, de la régénération toute petite, comme ça il y en a beaucoup, malgré 3 années de grosse sécheresse. Comment ça se fait que les petits arbres, eux, ne sèchent pas alors qu'ils n'ont pas beaucoup d'accès à l'eau et qu'ils sont en plein soleil? Alors c'est une très très bonne question. D'ailleurs, peut-être que déjà cette régénération là, peut-être que c'est les forestiers qui sont ici qui pourraient m'aider un peu à répondre. Est-ce que ça vient de... C'est des graines qui ont germé récemment, c'est ça? Celles-ci, elles ont 3 ou 4 ans. Elles ont 3 ou 4 ans, ok. Alors, c'était des parcelles qui avaient déjà été ouvertes en régénération. Ouais. Donc il y avait déjà eu des semis qui étaient venus. C'est des coupes rases, Benjamin me corrigera si je me trompe, mais les premières coupes scolitées ici ont lieu en 2017 par petits bouquets et les grosses vagues de coupes ont lieu en 2019-2020. Donc c'est des semis qui peuvent avoir peut-être 3 ans, 3-4 ans. D'accord. Ok. Alors, bon... on peut imaginer, là, comme ça, je n'ai pas la réponse de pourquoi ces semis ont survécu à ces sécheresses. On peut imaginer différents processus. D'abord, ils ont des surfaces foliaires qui sont assez réduites. Ensuite,
les réseaux d'anastomose des racines, enfin, on peut se dire qu'ils peuvent bénéficier peut-être des systèmes racinaires voisins, donc voir des arbres qui ont été, des vieux arbres qui ont été coupés. Donc pour les nutriments, il y a des démonstrations de ça. Dans le cas de l'eau, j'en connais pas encore. Après, je ne connais pas toute la littérature scientifique, hein, mais on pourrait imaginer ça, c'est-à-dire qu'ils tirent bénéfice des anciens systèmes racinaires déjà présents, et donc qu'ils aient accès à énormément d'eau par rapport à leur toute petite surface foliaire. Et puis principalement ça. Enfin, c'est les deux explications que je vois. Après, voilà, la crise du scolite, c'est un affaiblissement de l'arbre avec le mécanisme de cavitation que j'ai décrit parce que c'est le plus parlant, il est beaucoup étudié, c'est le plus facile à décrire, qui vient par-dessus ça. Okay, j'imagine que là, une fois que les gros ont été bouffés, peut-être que les scolites ne s'attaquent pas aux petits, ça, je sais. Tu veux dire qu'au niveau anatomique, ils utiliseraient les autres j'ai pas la réponse à ça. Non, mais il y a beaucoup de En revanche, le système mycorhizien, oui. Ouais. Les mycorhizes, oui. Et puis la nécromasse qui commence à se dégrader tranquillement également. Ça amène beaucoup d'eau. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui n'est pas étudié. Les volumes d'eau contenus dans les racines, c'est ça que tu penses? Volume d'eau et matière organique. Matière organique. T'as plein de débris, t'as plein de matière organique en décomposition, donc t'as beaucoup d'eau, capacité de stockage d'eau superficielle. Superficielle et même à l'intérieur. Et moins d'évaporation. Avec la nécromasse des racines. Ouais, mais ça, ce serait bizarre de se dire que du coup, les gros n'y ont pas eu accès et ce serait que les petits qui aient accès. Après, ils sont pas non plus incroyables hein, pour 3-4 ans. Voilà. Il n'y a pas une tendance, quand il y a des coupes blanches comme ça, après d'avoir du roncier et du genêt, j'ai entendu plusieurs fois, donc ça, peut-être que les forestiers peuvent répondre. Pour l'instant, ils sont surtout attaqués par des... Apparemment, il n'y a pas d'interaction racinaire entre les deux. Je te laisse faire reposer une seule question et après on... Ouais, bien sûr. Bah, c'est toi qui gères hein, le temps. Ouais, ok. On va avoir le temps de parler là-dessus. Il y a un point, Nicolas, qui me gêne. Ouais. Je ne suis pas d'accord avec toi. Dis-moi. Quand tu dis la priorité première, c'est la décarbonation. Ouais. Et après, je pense qu'il est beaucoup plus facile de dire demain on plante, ou on laisse vieillir les forêts, plutôt que de partir sur une politique de décarbonation qui, on sait bien que les gilets jaunes, etc. Je pense que il y a un dicton qui dit le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Ouais. Et le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'il n'est jamais trop tôt pour planter ou pour laisser pousser et vieillir les forêts. On l'a vu hier, les stocks de forêt, les gros arbres stockent. Mais parle de la plantation avec Sylvain, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses Sylvain, toi de la plantation? En fait, on peut pas, il faut les deux. C'est-à-dire que non seulement si tu réduis pas, non mais c'est pour ça que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, l'idée de dire on plante des arbres, c'est utilisé comme un alibi vert pour ne pas réduire. C'est pas ce que j'ai dit Sylvain. J'ai dit planter, par exemple ici, on peut dire que de toute façon c'est régénéré. À la limite, c'est pas la peine de se casser le cul, mais c'est surtout aussi laisser vieillir les peuplements. Et on a vu hier que le stock, les arbres ont une croissance exponentielle quand ils ont des diamètres à partir de 70-80 plutôt que quand ils font 5 et 10. Donc c'est cette politique imposer ou en tout cas démontrer aux politiques, aux députés, à l'ONF, au président de la République, de dire arrêtez de taper dans les vieilles forêts. Mais c'est pour ça qu'il y a bien deux choses sur lesquelles il ne faut pas opposer. Il faut atténuer les changements climatiques, donc réduire les émissions, et ça tu l'as souligné. Et ensuite, même si on fait ça, il va falloir, les forêts vont devoir s'adapter à un changement climatique qui va être plus ou moins fort. Et donc là-dessus il faut être clair, et tu vois, pour en revenir aussi un peu, effectivement par rapport à ce que le forestier a connu, ça va changer. Et donc, et on ne sait pas comment. Donc faut vraiment pas se renvoyer la balle l'un à l'autre, il y a les deux. Et le problème c'est qu'effectivement, on pourrait avoir tendance à se dire on privilégie l'un au détriment de l'autre. Mais je rentre pas trop dans le débat plus. Non mais il n'est pas question de privilégier, je dis pour moi une priorité c'est pas la décarbonation, c'est la forêt, le bois. C'est un des éléments sur Terre, je ne parle pas des océans, parce que c'est le plus gros capteur, mais sur Terre, l'arbre, c'est celui qui stocke le mieux
et qui est capable de le faire tout de suite. On le plante tout de suite, ça y est, c'est parti. Ça stocke. Mais non, mais ce que dit Sylvain, et je suis d'accord avec lui, c'est qu'il faut pas se tromper de combat. C'est-à-dire que le problème de se dire la solution, c'est si. Donc, Cédric, on a vu que ça, en 2003, on a vu qu'avec la sécheresse, les arbres relâchaient du carbone. Et donc à un moment, il faut bien voir que si juste dire on plante, le reste on veut pas parce que il n'est pas question de dire le reste j'en veux pas. Non, non, tu déformes mon propos. Ça doit être plusieurs solutions, mais dans le panier, dans le mix, les arbres respirent, donc ils rejettent du CO2, on le sait. Ça, mais pour moi, dans le mix, l'arbre doit être fondamentalement l'élément primordial sur Terre. Ce qui veut dire, moi je promeux par exemple le bocage plutôt que l'open field. Est-ce qu'on peut faire des centaines de milliers d'hectares d'arbres, de buissons, etc. Qui sont utiles, notamment en captation de carbone, mais en même temps pour la faune, la flore. C'est-à-dire pour un équilibre de la nature avec notre utilisation humaine des sols, des territoires. Hein. Et je pense que le combat du bocage, c'est un combat qu'on n'entend pratiquement pas, quoi. Il y a une petite question par ici. Ouais. Est-ce que dans les modélisations, il y a quelque chose qui ressort? Est-ce que vaut mieux des résineux ou des feuillus? Alors, il y a un élément... bon, donc, déjà, il vaut mieux de la diversité. Donc ça ressort pas encore des modèles, parce que les modèles sont pas encore... ils prennent pas tout ça, mais il faut de la diversité, ça veut dire... ce que ça veut dire. Ça veut dire les deux. Mais attention, il y a une étude qui a montré que les résineux ont un désavantage sur le climat, ça a été montré à l'échelle européenne. Donc les grandes surfaces de résineux, ça a tendance à accumuler de la chaleur et à augmenter le réchauffement local. C'est un problème d'albédo, c'est qu'ils ont les feuilles plus sombres en fait. Donc ça a été assez bien démontré. Donc l'enraisinement qui est quelque chose que pour la production de bois, on pourrait avoir tendance à faciliter parce qu'on traite beaucoup ça, peut avoir des conséquences néfastes pour le climat. Pas à cause du carbone, mais à cause du bilan d'énergie de la forêt. Et donc, il y a des études qui ont montré qu'on pouvait avoir plus de degrés en plus localement à cause de ça. Ouais. On peut imaginer des cultivars. Ce sera la dernière. Ouais. Oui. Vous avez dit qu'il y avait des essences avec des mélanges qui fonctionnaient bien. Est-ce qu'il y a une liste qui existe par type de sol, par catégorie Alors, oui, alors j'ai pas parlé trop de ça. Alors, donc... Pour ce qui est du mélange, pas encore à ma connaissance. Je pense que les forestiers, l'expertise de terrain des forestiers est probablement la meilleure localement. Le problème, c'est toujours le changement climatique. Oui, mais quoi demain? Alors là, il y a des outils qui sont en train d'être développés. Il y en a un qui s'appelle BioClimSol qui a été développé par le CNPF. Je ne l'utilise pas, donc je ne sais pas trop ce que ça vaut, mais c'est de plus en plus utilisé en tout cas pour choisir un peu l'essence et les modes de gestion. Il y a un truc qui est développé par l'ONF qui va bientôt voir le jour qui s'appelle Climessence et qui permet donc parmi une liste d'espèces, de choisir celles qui sont le plus adaptées pour différents scénarios de réchauffement. Donc il va y avoir le site web existe déjà, puis je pense qu'il y aura des formations qui ont déjà été faites pour les forestiers. Et il y aura des parties même ouvertes au public pour comprendre soi-même. Et puis nous, à l'INRA, donc on développe des modèles, mais c'est plus des modèles qui sont encore dans la recherche. Donc le transfert vers le public, vers l'opérationnel n'est pas encore fait, mais je pense que ça ne saurait tarder. Par exemple, le modèle dont je parlais, qui modélise la physiologie de la plante, on va essayer, on a parlé déjà avec l'ONF et à la RDI, d'intégrer ces résultats dans Climessence. Donc ouais, voilà ce que je peux dire là-dessus. Donc il y a des documents qui permettent de choisir de façon un peu rationnelle les espèces. Mais pour les mélanges, je ne suis pas au courant de documents intégrateurs qui puissent aider n'importe qui à faire son mélange soi-même. Oui. Oui. Par station, tu as une liste d'essence, forcément, si tu cumules tes essences, tu vas arriver à un mélange. C'est ça. Mais quels sont les mélanges optimaux, ce qu'il faudrait vraiment faire? C'est que si on essaye de travailler dans un écosystème, il n'y a plus de modèle. C'est complexe et c'est ça le gros problème. Et du coup,
tous les modèles, franchement il y en a un certain nombre, mais ils vont toujours donner une solution pour un certain sol à un certain endroit, dans une certaine situation, donc il faut prendre énormément de recul avec les modèles quand même. Et ça pose la question des îlots d'avenir dont on nous parle, avec des essences venant d'un peu partout en zone méditerranéenne, j'imagine, essentiellement, et dont on ne sait pas du tout comment elles peuvent se marier dans le sens d'une facilitation ou pas, dont tu nous as parlé. Ouais. C'est un sujet qu'on abordera peut-être demain. Il y a des expériences là qui sont... Pardon. Rien.